Imaginez sentir la Terre vibrer jusqu'en son cœur, tandis que l'humanité entière retient son souffle. Comment ce séisme sans précédent s'est-il produit et que nous apprend-il sur la fragilité et la puissance de notre planète? Découvrez l'histoire complète de ce méga-séisme et de sa vague dévastatrice, ici et maintenant. Le tremblement de terre qui a réveillé le monde, c'était la nuit du 29 juillet 2025, lorsqu'à 23h24 UTC précise, un grondement sourd résonna au fond de l'océan au large de la péninsule du Kamtchatka, dans l'extrême-orient russe. En quelques secondes, les détecteurs sismiques du monde entier captèrent un signal d'une intensité inhabituelle. Un séisme d'une magnitude initiale de 8,7, puis recalibré à 8,8 sur l'échelle des moments, avait secoué la croûte terrestre à seulement 20,7 km de profondeur. L'épicentre fut localisé à environ 250 km à l'est de Petropavlovsk-Kamtchatski, dans une zone de subduction où la plaque pacifique s'enfonce sous la plaque eurasienne. Cette profondeur relativement faible, seulement 20 km, expliquait pourquoi le séisme fut ressenti avec une force dévastatrice, tant sur la côte qu'en haute mer. Chaque kilomètre supplémentaire de profondeur dissipait une partie de l'énergie, mais cette fois, la rupture de la faille libéra sa force concentrée juste sous le fond marin. En quelques instants, la puissance de ce séisme a dépassé celle du séisme de Tohoku de 2011, magnitude 9,1, qui a dévasté la côte nord-est du Japon et déclenché un tsunami fatal qui a pénétré des dizaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Bien qu'aujourd'hui, avec une magnitude de 8,8, il soit inférieur à l'énergie colossale du grand séisme de l'Est du Japon, il équivaut à plus de 50% de son énergie libérée. Un seuil suffisant pour ébranler la Terre entière et alerter du danger imminent d'un tsunami transocéanique. En remontant encore plus loin dans le temps, le séisme du 22 mai 1960 au Chili, le plus puissant séisme enregistré à ce jour, avec une magnitude de 9,5, a servi de comparaison aux spécialistes. Un séisme 10 fois plus fort en amplitude et plus de 30 fois plus énergétique que celui du Kamtchatka, bien que tous deux se soient produits dans des contextes géologiques similaires, où d'énormes plaques tectoniques glissent de manière grotesque les unes sous les autres. Peu après 23h24 UTC, l'alarme a retenti dans les ports de Petropavlovsk. Des sirènes perçant le brouillard arctique ont averti les pêcheurs d'évacuer. Des feux de détresse ont été allumés à chaque quai. Les bateaux et navires devaient s'éloigner du quai, conformément à un protocole de sécurité élaboré à partir de l'expérience acquise lors de tsunamis de moindre ampleur. Plus au sud, sur l'île d'Iturup, les habitants ont ressenti le choc comme une vague gigantesque se propageant sous leurs pieds, les forçant à tourner les yeux vers la mer, le cœur serré. Sur l'île japonaise d'Hokkaido, à plus de 1000 km de là, plusieurs stations ont enregistré l'onde P à quelques minutes d'intervalle, projetant la proximité de la menace en temps réel et déclenchant des alertes au tsunami sur toute la côte pacifique. Les autorités japonaises ont comparé le séisme à d'autres événements de grande ampleur de l'histoire récente et les systèmes de sonorisation ont exhorté la population à se réfugier sur des terrains plus élevés, ravivant ainsi le souvenir du tsunami de 2011. Pendant ce temps, sur les côtes ouest des États-Unis et du Canada, les centres de surveillance sismique et d'alerte au tsunami restaient sur le qui-vive, calibrant des simulations anticipant d'éventuelles vagues transocéaniques. D'Hawaï à la Californie, en passant par l'Oregon, l'État de Washington et la Colombie-Britannique, des niveaux d'alerte maximale ont été déclarés. Sirènes, SMS et alertes radio ont exhorté la population à quitter les plages. Même sur de minuscules îles comme Guam et Wake, où peu de personnes résident en permanence, la communauté scientifique locale vérifiait son réseau de bouées DART pour mesurer la hauteur des vagues en eau profonde. Sur la péninsule du Kamtchatka, le paysage a été instantanément transformé. Les pêcheurs qui venaient d'installer leurs filets ont entendu un craquement profond. Le bruit caractéristique de rochers se fracassant sous une pression énorme, suivi d'une secousse qui les a projetés au sol. Les maisons en bois ont tremblé comme si la terre était un tapis secoué furieusement. Camions et chars ont tremblé dans un balancement incontrôlable. Des cris d'alarme s'élevèrent dans le vent froid de la steppe. Et, dans les rues encore sombres, des familles munies de lampes de poche se précipitèrent vers les hauteurs désignées dans les plans d'urgence.
La magnitude révisée de 8,8 n'était pas une simple statistique. Chaque dixième d'unité sur l'échelle des moments reflète environ le double de l'énergie libérée. Un séisme de 8,7 est déjà catastrophique. Un séisme de 8,8 double sa puissance destructrice. Cette révision, effectuée en moins d'une heure après l'analyse de tous les enregistrements sismiques, a marqué un moment de tension maximale. Les prévisions de tsunami sont passées d'alerte à alerte maximale en quelques minutes. Ces premières réactions locales, sirènes perçant la nuit, pêcheurs se précipitant pour se mettre à l'abri, balises rotatives se reflétant dans la mer agitée, ont été capturées par des vidéos amateurs qui ont ensuite inondé les réseaux sociaux et les médias. Les images de vagues exceptionnellement hautes s'écrasant contre les brise-lames du Kamtchatka et de voitures immobilisées sur des pentes abruptes sont devenues les témoins silencieux de la capacité de la planète à nous rappeler sa force originelle. Les heures suivantes allaient être décisives. La même énergie qui avait ébranlé les fondations de la Terre commença à déplacer des colonnes d'eau dans le Pacifique. Mais nous raconterons cette histoire dans la section suivante. Abonnez-vous pour continuer à explorer comment ce tremblement de terre a secoué notre monde et préparez-vous à découvrir les vagues qui voyagent encore sous la mer. Prélude sismique, séquence précurseur. Alors que le monde était sous le choc du tremblement de terre du 29 juillet, les sismologues savaient déjà que quelque chose se tramait dans les profondeurs du Pacifique occidental. Depuis le 20 juillet, une séquence sismique inhabituelle commençait à se dérouler au large des côtes du Kamtchatka, comme si la Terre accumulait la tension par des avertissements silencieux. Le premier séisme fut un séisme de magnitude 7,4, suivi de multiples répliques d'une magnitude de 6,0 à 6,9. On a d'abord pensé à une libération d'énergie isolée, mais non. Nous assistions à un prélude sismique, un phénomène redouté pour sa capacité à masquer une catastrophe encore plus grande. Ces séismes initiaux appelés présondes sont des prémouvements qui annoncent parfois l'arrivée d'un séisme plus important. Cependant, ils sont rarement identifiés en temps réel. Ce n'est que lorsque le séisme de méga-chevauchement suivant, comme celui du Kamtchatka de magnitude 8,8, se produit que nous pouvons revenir en arrière et reconnaître la séquence complète. La même chose s'est produite au Japon en 2011, où un séisme de magnitude 7,3 a frappé la côte 2 jours avant le séisme dévastateur de magnitude 9,1. La différence est que cette fois, la chaîne d'alerte s'est étendue sur plus d'une semaine, comme si la faille tentait désespérément de relâcher sa pression petit à petit, jusqu'à ce qu'elle n'y parvienne plus. Les scientifiques ont commencé à étudier les schémas. À chaque nouvelle secousse enregistrée entre le 20 et le 28 juillet, les données s'accumulaient dans la base de données de l'USGS, United States Geological Survey. Les emplacements étaient étrangement similaires. Les épicentres étaient regroupés sur une bande de 300 km de long, tous à des profondeurs allant de 15 à 40 km, exactement là où la plaque pacifique commence à descendre sous l'Eurasie. Certains sismologues ont suggéré qu'il s'agissait d'un processus de déverrouillage, une libération partielle d'énergie qui s'est finalement avérée insuffisante pour empêcher l'événement principal. Pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, il est nécessaire de visualiser l'échelle des moments sismiques. Contrairement à l'échelle de Richter, l'échelle des moments ne se base pas uniquement sur l'amplitude des ondes sismiques, mais aussi sur la surface de la faille rompue, le déplacement et la rigidité des roches. Il s'agit d'une échelle logarithmique, ce qui signifie que chaque unité d'augmentation représente 32 fois plus d'énergie. Ainsi, un séisme de magnitude 8,8 n'est pas seulement plus fort qu'un séisme de magnitude 7,8. Il est plus de 1000 fois plus énergétique. Exprimons cela visuellement. Un séisme de magnitude 6,0 peut libérer l'équivalent énergétique d'une bombe atomique. Un séisme de magnitude 7,0 peut être comparé à l'explosion simultanée de 30 bombes atomiques. Et un séisme de magnitude 8,8 équivaut à plus de 500 000 bombes atomiques, selon des estimations simplifiées. Ce bond exponentiel explique pourquoi la précédente vague de tremblements de terre n'a pas suscité beaucoup d'inquiétude auprès de la population. Malgré leur magnitude élevée, ils étaient loin de prédire la violence de l'événement principal. Les scientifiques en ont néanmoins pris note. Le Centre d'alerte au tsunami du Pacifique, PTWC, avait activé une veille prolongée depuis le 23.
des cartes Google Earth utilisant les données de l'USGS ont commencé à montrer un motif de points rouges, les épicentres, formant un croissant vers le nord-est. Une sorte de cicatrice numérique qui, nous le savons maintenant, délimitait le futur plan de rupture. Une autre anomalie a retenu notre attention. Nombre de ces préséismes n'ont pas libéré d'énergie normalement. L'analyse a révélé de faibles niveaux de rayonnement sismique, ce qui pourrait indiquer une rupture lente ou incomplète. Certains géophysiciens considèrent ces événements comme des glissements lents, des mouvements furtifs qui ne génèrent pas de vibrations perceptibles, mais modifient la tension interne de la croûte. Dans bien des cas, ces signaux invisibles sont le véritable prélude à un séisme majeur. La communauté scientifique était divisée. Étions-nous témoins d'une séquence sismique naturelle et auto-entretenue? Ou n'en était-ce qu'au début? Le 27 juillet, un article d'alerte interne de l'Observatoire sismique eurasien déclarait « Il est probable que l'accumulation d'événements dans cette zone n'ait pas encore atteint son point de rupture. » 2 jours plus tard, cette prédiction allait se réaliser avec une violence terrifiante. L'interprétation de ces données n'est pas qu'une question de recul. Chaque essaim sismique nous apprend comment les plaques tectoniques se comportent avant leur effondrement. Grâce à des logiciels de cartographie comme QGIS et aux outils de données ouvertes du service géologique russe, nous pouvons reconstituer le phénomène. Épicentre groupé, profondeur décroissante, propagation vers le nord-est, une chronologie en escalier descendant jusqu'au coup final. Ces séquences présismiques ne sont pas toujours annonciatrices de catastrophes, mais lorsqu'elles le sont, elles offrent une infime fenêtre d'action. Serons-nous capables de prédire avec précision un futur séisme de méga-chevauchement? Pas encore. Mais comprendre ces schémas est le premier pas vers cette possibilité. Dans la partie suivante, nous suivrons le parcours de l'énergie libérée. Un tsunami invisible à l'œil nu, mais capable de traverser l'océan en quelques heures. La vague qui a traversé le Pacifique. À 10h46, heure locale, le fond marin au large du Kamtchatka s'est brusquement élevé. Non pas à cause d'une explosion ni d'une éruption volcanique. Ce qui s'est produit, c'est une déformation catastrophique de la croûte terrestre. Une faille de subduction s'est ouverte en quelques secondes, provoquant le déplacement vertical d'un segment du fond marin mesurant plus de 300 km de long et 80 km de large. Ce soulèvement, à peine visible à la surface de l'océan les premières secondes, a donné naissance à une vague qui allait se propager à travers le Pacifique. Le tsunami avait commencé. Le long des failles de subduction, une plaque tectonique glisse sous une autre. Au fil du temps, la friction entrave leur mouvement fluide et l'énergie s'accumule. Lorsque cette tension est enfin relâchée, le plan de rupture pousse le fond marin vers le haut ou vers le bas. Dans ce cas, la poussée était verticale, soulevant des millions de tonnes d'eau. C'est le mécanisme le plus efficace pour générer des tsunamis massifs, comme celui de Sumatra en 2004, celui du Chili en 1960 ou celui du Tohoku en 2011. La seule différence, celui-ci s'est produit dans une région que beaucoup croyaient moins vulnérable. 2 minutes seulement après le séisme, les stations sismiques sous-marines DART, Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunami, ont commencé à détecter des anomalies de pression de l'eau. Ces bouées, stratégiquement placées au fond de l'océan, sont conçues pour capter les variations de niveau, indiquant le passage d'une vague de tsunami. La bouée 21 419, située au sud-est de la péninsule du Kamtchatka, a été la première à confirmer la déformation de l'océan. Une vague de 90 cm de haut se déplaçant à une vitesse de plus de 700 km par heure. Le centre d'alerte au tsunami du Pacifique, PTWC, a réagi rapidement. À 10h49, 3 minutes après le séisme, un bulletin d'alerte au tsunami a été émis pour toute la région du Pacifique Nord. Les alertes s'étendaient des côtes de Sakhalin, des îles Kuril et d'Hokkaido à l'Alaska, à Hawaï, à la Californie, à l'Oregon et même à l'Amérique centrale. La possibilité que le tsunami se propage en haute mer et frappe des zones côtières à des milliers de kilomètres a déclenché l'alarme. Les modèles de propagation générés par le PTWC et d'autres agences, comme le Centre de recherche sur les tsunamis de la NOAA, ont révélé une tendance inquiétante. Des simulations numériques en temps réel ont projeté des anneaux concentriques d'énergie se déplaçant vers l'est, le sud-ouest et le sud-est. La vitesse moyenne d'un tsunami en haute mer dépasse 750 km par heure, ce qui signifie qu'il pourrait atteindre les côtes du Japon en moins de 2 heures, celles d'Hawaï en 6 heures
et celle de l'Amérique du Nord en environ 8 heures. Mais l'important n'est pas seulement la distance. L'amplification côtière est également déterminante. En haute mer, un tsunami peut apparaître comme une simple ondulation. Mais à mesure qu'elle s'approche des côtes, la topographie sous-marine agit comme un entonnoir. La vitesse diminue, l'énergie est comprimée et la hauteur des vagues peut se multiplier. Dans certaines baies, comme Petropavlovsk-Kamtchatski ou le détroit de Nemuro au Japon, cette amplification peut transformer une vague d'1 mètre en un mur de plus de 5 mètres. Les autorités côtières ont lancé des évacuations préventives dans plus de 50 villes côtières, de Nikolskoye à Kushiro. Pendant ce temps, les réseaux sociaux et les flux en direct diffusaient des images en temps réel. Grâce à des drones et des caméras fixes installées sur des tours de surveillance, les premières incursions de la mer sur les côtes russes ont commencé à être observées. Des courants intenses progressant vers l'intérieur des terres, emportant véhicules et structures légères. À Severokurilsk, une vidéo virale a capturé le moment où l'eau a percé les murs côtiers comme s'ils étaient faits de papier. La mer n'est pas arrivée comme une vague déferlante. Elle est arrivée comme une vague lente et écrasante, une couverture liquide qui a tout recouvert d'une force inéluctable. Les données recueillies par le système DART ont montré que la hauteur maximale enregistrée en haute mer était de 1,80 m, près des îles Aléoutiennes. Bien que cela puisse paraître faible sur la côte, cela représente une menace mortelle. À Hachinofu, au Japon, le système d'alerte communautaire a été activé à 13h06, plus de 2 heures après le séisme, alertant plus de 128 000 personnes. Le niveau de la mer y a monté de 73 cm, suffisamment pour faire déborder les canaux et les ports. À Dutch Harbor, en Alaska, les vagues ont atteint 1,2 m, générant de dangereux courants d'arrachement et causant des dommages mineurs aux navires. À Hawaï, les autorités ont déclenché le système d'alerte d'urgence de l'État. Bien que le tsunami ait atteint moins de 50 cm de hauteur, il a rappelé avec effroi les effets d'une telle vague lorsque son épicentre se rapproche des terres. Les habitants d'Honolulu, Hilo et Maui ont revécu des images de 2011 lorsque la côte a été frappée par des vagues de plus de 2 mètres suite au tremblement de terre au Japon. L'un des aspects les plus fascinants et terrifiants de l'événement a été son caractère planétaire. Bien que les vagues les plus dangereuses se soient concentrées dans le Pacifique Nord, des effets ont également été détectés dans des régions reculées comme les Samoa, la Nouvelle-Zélande et même le Chili, où des variations du niveau de la mer allant jusqu'à 30 cm ont été signalées, sans conséquences graves. La vague a littéralement fait le tour de la planète. Les scientifiques étudient actuellement les interactions entre les vagues du tsunami et les marées astronomiques. Dans certaines régions, le tsunami a coïncidé avec la marée haute, amplifiant son impact. Dans d'autres, il est arrivé à marée basse, réduisant potentiellement les dégâts. Ce facteur, totalement indépendant du séisme, peut faire la différence entre une évacuation réussie et une tragédie. Enfin, les données d'altimétrie océanique par satellite ont fourni une vision sans précédent de la propagation globale de l'énergie. Des images prises par des satellites tels que Jason 3 et Sentinel-6 ont montré des variations millimétriques de la hauteur de la mer à l'échelle planétaire. Ce type d'observation confirme non seulement l'existence et l'étendue du tsunami, mais contribue également à calibrer les modèles de prévision des événements futurs. La vague est déjà passée, mais son parcours nous livre des enseignements cruciaux sur la façon dont l'énergie se propage dans l'océan et sur l'importance de chaque minute lorsque la Terre décide de bouger. Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous pour continuer à explorer les forces cachées qui transforment notre planète. Et maintenant, on continue le pouls global de la Terre. Lorsque l'horloge a sonné 10h46 au Kamtchatka, ce n'est pas seulement une région du monde qui a tremblé. Un système d'ondes s'est activé, se propageant à travers la planète tel un battement de cœur violent et inexorable. En moins de 20 minutes, plus de 200 stations sismiques à travers le monde avaient déjà enregistré l'événement. De Vladivostok à Vienne, de Tokyo à Toronto, le message était clair. La Terre parlait, et elle le faisait d'une voix grave et tremblante. Les sismogrammes ont commencé à révéler l'ordre naturel du chaos. D'abord, les ondes P, les plus rapides et les moins destructrices, ont parcouru près de 6 km par seconde, perçant la Terre comme un signal d'alarme. Elles sont compressives, semblables au son. Elles compriment et dilatent de la roche sur leur passage. Elles ont été les premières à atteindre Moscou, puis Istanbul,
et enfin New York. En seulement 14 minutes, les ondes P ont traversé le noyau externe de la planète. Puis sont arrivées les ondes S, plus lentes, mais beaucoup plus destructrices. Elles ne se propagent pas dans les liquides, mais seulement dans les solides, ce qui explique leur arrêt lorsqu'elles atteignent le noyau terrestre. Ce sont elles qui font véritablement trembler le sol. Elles secouent sur le sol, ébranlent les structures, brisent les canalisations et plient les ponts. Au Kamtchatka, elles ont provoqué l'effondrement des toits de plusieurs bâtiments et la coupure de lignes électriques dans des villes côtières. Et bien qu'elles ne se propagent pas aussi loin que les ondes P, leurs traces ont été enregistrées dans tout l'hémisphère nord. Mais le plus effrayant est ce qui se produit ensuite, les ondes de surface. Celles-ci ne traversent pas l'intérieur de la Terre, mais rampent le long de sa surface, telle une vague de vibrations lentes et ondulantes. Ce sont les plus lentes, mais aussi les plus larges et les plus durables. Lors de tremblements de terre de magnitude supérieure à 8, les ondes de surface peuvent y faire le tour de la planète entière. Non pas une, mais plusieurs fois. Et c'est ce qui s'est passé. Les sismographes du réseau IRIS de l'USGS et de l'Institut de géophysique de l'Université du Chili ont commencé à enregistrer quelque chose d'inhabituel. Des échos du même tremblement de terre se sont reproduits quelques heures plus tard. Il ne s'agissait pas d'une réplique, mais de l'onde elle-même, tourbillonnant autour de la planète comme une corde vibrant sans cesse. Un phénomène connu sous le nom de réverbération planétaire, où la Terre entière agit comme un énorme diapason, émettant une fréquence fondamentale résultant de ses secousses les plus profondes. Pendant près de 48 heures, des instruments de haute précision ont continué à mesurer ces oscillations faibles mais constantes. Les ondes de Rayleigh, en particulier, ont provoqué des mouvements verticaux et horizontaux allant jusqu'à 0,5 mm dans des endroits aussi éloignés que l'Afrique du Sud et le pôle Sud. Cela peut paraître insignifiant, mais à l'échelle planétaire, c'est comme un tambour vibrant d'une note basse et persistante, presque inaudible, mais réelle. Ces types de tremblements de terre nous rappellent que la Terre n'est pas un objet inerte. C'est un organisme dynamique aux rythmes internes complexes. La libération d'énergie ne se produit pas seulement au point de rupture. Elle est distribuée, transformée, amplifiée et résonne. Chaque type d'onde apporte une part différente du message. Les ondes P nous alertent, les ondes S nous secouent et les ondes de surface nous révèlent la fin de l'histoire. L'enregistrement global du séisme de magnitude 8,8 au Kamtchatka est déjà étudié dans des laboratoires et des centres sismiques du monde entier. Grâce à la technologie d'interférométrie par satellite, la déformation du sol est reconstituée centimètre par centimètre. Des modèles tridimensionnels simulent les trajectoires internes des ondes. Grâce à ces données, les scientifiques espèrent ajuster les systèmes d'alerte, prédire de nouvelles ruptures et mieux comprendre les processus à l'œuvre aux limites du manteau terrestre. Pour reprendre les termes de plusieurs sismologues de l'Institut géophysique russe, ce que nous avons vécu n'était pas simplement un grand tremblement de terre. C'était une pulsation globale, un signal profond que la Terre recèle encore des secrets en ses profondeurs, et que, de temps à autre, elle décide de nous les rappeler. Sous la loupe géologique, pour comprendre pourquoi la Terre a tremblé si brutalement, il faut examiner les fondements géologiques de cette zone, la frontière entre les plaques pacifiques et eurasiennes. Là, sous la mer d'Okhotsk, se produit l'une des dynamiques tectoniques les plus intenses de la planète, un phénomène de subduction active au cours duquel l'énorme plaque pacifique glisse violemment sous la plaque continentale eurasienne. Ce processus se produit à une vitesse d'environ 8 à 10 cm par an, une vitesse tectonique considérable extrapolée à l'échelle des temps géologiques. Au fil des décennies, voire des siècles, cette collision génère une accumulation de tension dans la zone de contact. C'est comme si deux géants se poussaient l'un contre l'autre sans bouger, jusqu'à ce que l'un d'eux cède. Et lorsqu'il cède, il libère une énergie considérable, équivalente à des millions de bombes atomiques. C'est exactement ce qui s'est produit en juillet 2025. La faille responsable du séisme de magnitude 8,8 fait partie de l'arc de subduction des Kouriles et du Kamtchatka, une zone sismiquement hyperactive qui a produit des séismes de magnitude supérieure à 8 à de multiples reprises, en 1952, 2006, 2013. Mais ce qui distingue cet événement récent des précédents est sa magnitude plus faible.
sa localisation plus proche de la limite de plaque et la quantité d'énergie libérée en si peu de temps. La rupture s'est produite à seulement 15 km de profondeur, augmentant exponentiellement l'impact en surface. Selon les premiers modèles du Centre russe de surveillance géodynamique, la rupture s'étendait sur plus de 400 km de long et jusqu'à 80 km de large le long du plan de subduction. C'est cette surface gigantesque qui s'est brusquement déplacée, déplaçant le fond marin et libérant une quantité d'énergie équivalente à plus de 200 millions de tonnes de TNT. L'une des conséquences moins discutées, mais non moins importantes, de ce type de rupture est son impact sur le volcanisme régional. Le Kamtchatka n'est pas seulement une zone sismique, c'est aussi l'un des territoires présentant la plus forte densité de volcans actifs au monde. Le parc naturel des volcans du Kamtchatka, inscrit au patrimoine mondial, abrite plus de 160 cônes volcaniques, dont au moins 30 sont actifs. Parmi les plus connus figurent Klyuchevskoye, Chiveluch et Bezimiany. Lorsqu'un séisme de cette magnitude secoue la région, les systèmes magmatiques voisins peuvent également être altérés. Bien que les volcans ne se trouvent pas directement au-dessus de la zone de rupture, les ondes de pression sismique peuvent altérer l'équilibre des pressions au sein des chambres magmatiques. C'est comme si une vibration gigantesque secouait un système de tubes et de cavités souterrains qui, une fois perturbés, peut provoquer des éruptions ou accélérer des processus éruptifs déjà en cours. De fait, 4 jours seulement après le séisme de méga-chevauchement, une nouvelle explosion a été signalée au Chiveluch, l'un des volcans les plus actifs de l'hémisphère nord. Des images satellites ont montré une colonne de cendres s'élevant à plus de 8 km au-dessus du niveau de la mer. Bien qu'il soit trop tôt pour établir un lien de cause à effet direct, les experts de l'Institut de volcanologie de Petropavlovsk-Kamtchatsky n'excluent pas que cet événement ait été déclenché ou intensifié par les tensions accumulées après le séisme. De tels liens entre séisme et éruption ont été largement documentés lors d'autres événements historiques. Par exemple, après le grand séisme de Tohoku en 2011, des anomalies volcaniques ont été enregistrées sur plusieurs îles japonaises. Au Chili, après le séisme de Valdivia en 1960, des éruptions ont été signalées dans la région de Cordon Col. Ce n'est pas une règle, mais c'est un schéma qui mérite l'attention des scientifiques. Par ailleurs, un autre effet secondaire de la libération d'énergie tectonique dans cette région est le potentiel d'ajustement sismique dans les zones voisines. En modifiant l'équilibre des contraintes dans la croûte, d'autres failles sur le point de s'effondrer peuvent être activées. C'est pourquoi, après un séisme de type méga-chevauchement, la surveillance est renforcée non seulement dans la zone touchée, mais aussi dans un rayon de plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. À cet égard, la surveillance sismique et volcanique a été renforcée non seulement au Kamtchatka, mais aussi dans les îles Kouriles, à Sakhaline et même dans certaines régions du nord du Japon, où des structures similaires pourraient être influencées par des perturbations récentes. En fin de compte, la géologie n'est pas une science des événements isolés. C'est un réseau complexe de causes, d'effets et de rétroactions. Le séisme de juillet 2025 illustre parfaitement comment une libération massive d'énergie peut déclencher des réactions en chaîne que nous n'avons pas encore pleinement appréhendées. Écho des tragédies passées. L'histoire de la Terre s'écrit au fil des plaques tectoniques qui se heurtent, du recul des océans et de l'effondrement des villes. Chaque tremblement de terre majeur est une nouvelle page, mais aussi un écho des chapitres précédents. Le séisme de 2025 en Russie ne s'est pas produit isolément. Il s'inscrit dans une chaîne d'événements qui a marqué le siècle dernier de tragédies et d'avertissements. Prenons l'exemple du séisme de magnitude 9, survenu en 2011 à Tohoku, au Japon. Il a non seulement secoué la région de Sendai, mais a également généré un tsunami de plus de 40 mètres de haut dans certaines zones, dévastant tout sur son passage et déclenchant la crise nucléaire de Fukushima. Plus de 18 000 personnes ont perdu la vie. La catastrophe japonaise a marqué un tournant dans la prise de conscience sismique mondiale. Elle nous a rappelé que même les sociétés les mieux préparées peuvent être vulnérables à la force brute de la nature. Remontons un peu plus loin, à Sumatra en 2004. D'une magnitude de 9,1, ce séisme sous-marin au large des côtes indonésiennes a déclenché l'un des tsunamis les plus meurtriers de l'histoire moderne. Les vagues ont frappé les côtes de 14 pays, de la Thaïlande à la Somalie. Plus de 227 000 personnes ont péri. Cet événement a été si bouleversant qu'il a bouleversé notre compréhension et notre prévision de la propagation des tsunamis.
Après cette tragédie, l'installation de systèmes d'alerte précoce dans l'océan Indien, où ils étaient jusqu'alors pratiquement inexistants, s'est accélérée. Remontons encore plus loin. Chili, 1960. Le séisme le plus puissant jamais enregistré par des instruments, magnitude de 9,5. Un monstre géologique qui a non seulement dévasté le sud du Chili, mais a également généré un tsunami qui a traversé le Pacifique, atteignant Hawaï, le Japon et même les côtes de Californie. Au total, entre 1000 et 6000 personnes ont péri, bien que les chiffres exacts varient. Mais le véritable héritage de Valdivia a été de démontrer qu'un événement en Amérique du Sud pouvait avoir des conséquences mondiales. Et si l'on parle de conséquences mondiales, le séisme de 1964 en Alaska ne fait pas exception. Avec une magnitude de 9,2, il fut le plus puissant de l'histoire de l'Amérique du Nord. Sa singularité résidait dans sa durée de plus de 4 minutes et la déformation complexe du sol qu'il a provoquée. Certaines zones se sont soulevées de plus de 10 mètres, tandis que d'autres se sont effondrées et sont restées sous le niveau de la mer. Il a également généré un tsunami qui a touché la côte ouest des États-Unis jusqu'au Japon. Comparer ces événements avec le séisme russe de 2025 permet d'évaluer non seulement leur intensité, mais aussi leur place dans un schéma plus large, le regroupement sismique. En géologie, ce terme désigne la tendance des grands séismes à se regrouper au fil du temps, même séparés par des milliers de kilomètres. De 2004 à aujourd'hui, nous avons observé une séquence inquiétante de séismes de magnitude 8 ou plus, en Indonésie, au Chili, au Japon, en Alaska, au Mexique, au Népal, et maintenant en mer d'Okhotsk. Certains scientifiques pensent que nous traversons une phase active du cycle sismique mondial. Bien que la Terre ne suive pas une horloge précise, il existe des fenêtres temporelles où l'accumulation d'énergie tectonique atteint des seuils critiques. Lors de ces phases, les séismes majeurs semblent se succéder, comme si un géant souterrain se réveillait après des siècles de silence. Cette hypothèse est encore à l'étude, mais elle est corroborée par des schémas historiques. Une autre séquence intense s'est produite entre 1950 et 1958-1965, et avant cela, entre 1906 et 1924. Du point de vue de la réponse humaine, les leçons sont également cruelles. Dans chacune de ces tragédies, la différence entre la vie et la mort dépendait souvent du temps d'alerte, d'infrastructures adéquates et d'une formation sismique. Au Japon, par exemple, les sirènes et les protocoles ont permis d'évacuer des milliers de personnes avant le tsunami. En Indonésie, en 2004, l'absence d'alerte a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. Au Chili, la connaissance collective des comportements à adopter pendant et après le séisme a permis de réduire le nombre de victimes lors des événements ultérieurs. Retour au présent. Après le séisme en Russie, des alertes ont été déclenchées sur toute la ceinture de feu du Pacifique. Des pays comme les États-Unis, le Canada, le Japon, les Philippines, la Nouvelle-Zélande et le Chili ont surveillé leurs côtes et renforcé leur système. Bien que le tsunami n'ait pas causé de dégâts massifs en dehors de la Russie, il a servi d'exercice, rappelant au monde que la Terre n'avertit pas, elle agit. Chaque grand tremblement de terre laisse des traces sur le sol, mais il marque aussi notre histoire collective. Et ce dernier événement n'est pas une simple entrée dans les bases de données sismiques. C'est un nouvel écho aux tragédies passées, un avertissement géologique qui nous incite à nous préparer, à nous souvenir et, surtout, à ne jamais sous-estimer la puissance de la planète que nous habitons. Abonnez-vous pour continuer à explorer les secrets de notre planète. Chaque tremblement de terre, chaque vague, chaque fissure dans la croûte terrestre a une histoire à raconter. Et ici, nous la racontons comme personne d'autre. Prédiction ou coïncidence? Dans la quête de compréhension des tremblements de terre majeurs, une question revient sans cesse, comme un écho obsédant. Cet événement était-il prévisible ou simplement une coïncidence cosmique? Le séisme de magnitude 8,8 au large des côtes russes a non seulement ébranlé la croûte terrestre, mais a également suscité d'intenses débats parmi les scientifiques, les astronomes et les sceptiques quant à la possibilité ou au mirage d'une prédiction sismique. Tout a commencé quelques jours avant l'événement. Les observatoires spatiaux, dont SOHO et SDO de la NASA, ont enregistré une activité solaire inhabituelle. Il s'agissait d'un trou coronal géant pointé directement vers la Terre, libérant des vents solaires qui ont impacté le champ magnétique de notre planète
entre le 20 et le 22 juillet. Ces flux de particules hautement énergétiques perturbent l'ionosphère et génèrent des tempêtes géomagnétiques, souvent visibles sous forme d'aurores boréales intenses. Mais pourrait-il également jouer un rôle dans l'activité sismique? Certains chercheurs proposent une hypothèse controversée. Les variations du champ géomagnétique terrestre induites par le vent solaire pourraient influencer l'état de contrainte des failles tectoniques. En d'autres termes, lorsqu'une région est au bord de la rupture, une faible impulsion, telle qu'une perturbation électromagnétique globale, pourrait agir comme un déclencheur, poussant la croûte suffisamment pour déclencher un décrochement sismique. Cette idée n'est pas nouvelle, mais elle a gagné en popularité ces 10 dernières années grâce à des études visant à établir des corrélations statistiques entre les tempêtes solaires intenses et les événements sismiques de magnitude supérieure à 7. Parallèlement, les réseaux de surveillance des fréquences naturelles de la planète, les résonances de Schumann, ont enregistré des anomalies frappantes. Ces résonances sont des ondes électromagnétiques piégées entre la surface terrestre et l'ionosphère, vibrant à des fréquences extrêmement basses, 7.83 Hz, 14.3 Hz, 20.8 Hz, etc. Elles sont comparables aux battements de cœur électriques de la planète. Le 21 juillet, juste avant le séisme, une augmentation inhabituelle de l'amplitude et de la densité a été détectée dans les bandes principales de ces résonances. Certaines chaînes spécialisées et stations indépendantes ont signalé que les graphiques présentaient des bandes denses, intermittentes et chaotiques qui, selon certains chercheurs, pourraient refléter les contraintes accumulées dans la croûte terrestre. Bien que ces types de mesures ne soient pas nécessairement un indicateur direct de tremblement de terre, certains pensent que les altérations des résonances de Schumann pourraient être liées aux profonds changements physiques qui précèdent un événement sismique. Coïncidence ou causalité? Voici le point délicat. La science ne peut toujours pas confirmer une relation directe et reproductible entre ces phénomènes et les tremblements de terre. Certes, il existe des coïncidences temporelles intrigantes. Oui, les données sont frappantes. Mais une véritable prédiction scientifique exige reproductibilité, cohérence statistique et mécanismes bien définis. Et jusqu'à présent, aucune agence officielle comme l'USGS ou l'Institut géophysique du Japon n'a validé de méthodologie basée sur l'activité solaire ou les résonances électromagnétiques pour prédire les tremblements de terre. Ce que nous savons, c'est que le système Terre-Soleil est complexe et profondément interconnecté. L'énergie émise par notre étoile régule le climat, influence la technologie, modifie notre atmosphère et peut-être même des processus internes que nous ne comprenons pas encore totalement. Cependant, il faut être prudent. L'histoire est pleine de pseudosciences et de fausses alertes concernant les tremblements de terre. Des prophéties non fondées aux applications mobiles promettant de prédire les tremblements de terre, l'urgence d'anticiper une catastrophe l'emporte parfois sur la prudence scientifique. Le cas du séisme de magnitude 8,8 en Russie démontre que la frontière entre physique spatiale et géophysique est semée d'embûches. Dans les jours précédant le séisme, de nombreux observateurs indépendants avaient souligné des conditions sismiques favorables dues à la conjonction de certains facteurs. Une tempête géomagnétique de classe G2, une activité sismique croissante dans la région et des anomalies électromagnétiques. Mais aucun n'a pu déterminer précisément où ni quand un séisme de cette magnitude se produirait. Nous sommes donc confrontés à un paradoxe. Des satellites surveillent chaque recoin de la planète. Des sismographes détectent des mouvements imperceptibles. Des algorithmes traitent des millions de données chaque jour. Pourtant, prédire avec précision les tremblements de terre reste l'un des grands défis non résolus de la science moderne. Le méga-séisme en Russie, marqué par une activité solaire intense, des résonances chaotiques et des signaux ambigus, nous rappelle que nous apprenons encore à écouter les murmures profonds de notre planète. Peut-être, un jour, serons-nous capables de les interpréter. Après la vague, préparation et réflexion. Lorsque les eaux se retirent et que les répliques se dissipent, il ne reste qu'un mélange de silence, d'émerveillement et de questions. Le séisme de magnitude 8,8 qui a secoué la côte et de la Russie a non seulement laissé des traces sismiques indélébiles, mais aussi une empreinte humaine, émotionnelle et stratégique qui commence seulement à être comprise.
Les premiers rapports officiels font état de dizaines de victimes, bien que ce chiffre soit constamment révisé. Dans des villes comme Petropavlovsk-Kamtchatski et d'autres localités de l'extrême-orient russe, l'effondrement des infrastructures et les routes fissurées entravent les opérations de secours. Certaines villes côtières ont été partiellement évacuées, mais la rapidité du tsunami, qui a atteint plusieurs endroits en moins de 28 minutes, a limité les possibilités d'intervention. Les images satellites prises après l'événement montrent des côtes altérées, des bateaux chavirés à l'intérieur des terres et des communautés entières inondées en quelques minutes. Dans certains cas, les vagues ont atteint plus de 8 mètres de haut, emportant véhicules, habitations et ports. Heureusement, les zones les plus densément peuplées du Japon et de l'Alaska n'ont enregistré que de faibles vagues de l'ordre de 40 à 60 cm. Mais la menace était réelle. Des bouées DART, évaluation et signalement des tsunamis en haute mer, répartis dans le Pacifique, ont déclenché de multiples alertes et le Centre d'alerte au tsunami du Pacifique, PTWC, a émis des avis pour une douzaine de régions, dont Hawaï, la Californie, l'Oregon, les Philippines, Taïwan et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En quelques minutes, des millions de personnes ont été alertées par SMS, radio d'urgence et sirènes côtières. À Hawaï, les plages ont été immédiatement évacuées. Les autorités locales, fortes de décennies d'expérience en matière de gestion des tsunamis, ont activé un plan préventif qui a permis un déploiement ordonné et efficace. En Californie, des sirènes côtières ont retenti de Crescent City à San Diego, bien que l'impact direct ait été minime. Cependant, cet exercice involontaire a mis à l'épreuve les protocoles de nombreuses communautés qui avaient assoupli leur système de préparation ces dernières années. L'un des enseignements les plus clairs de cet événement est que le temps de réaction est plus précieux que n'importe quelle infrastructure. 1 minute peut séparer une vie d'une tragédie. Et cette minute dépend, dans une large mesure, de l'accès à des informations précises, de la confiance dans les autorités et de la prise de conscience collective de phénomènes qui ne laissent jamais de seconde chance. Mais au-delà des cartes, des modèles et des chiffres, une vérité indéniable demeure. Nous sommes fragiles face à la force interne de notre planète. Un déplacement de plaques peut déclencher des vagues capables de balayer les océans, d'effondrer des villes et de modifier les écosystèmes. Et malgré toutes nos connaissances scientifiques, nous continuons de marcher sur une croûte qui craque silencieusement sous nos pieds. Cet événement souligne également l'urgence de renforcer l'éducation sismique et l'investissement dans la surveillance géophysique. La science ne peut pas prévenir les tremblements de terre, mais elle peut sauver des millions de vies si elle est écoutée, soutenue et appliquée de manière responsable. Nous avons besoin de plus de stations sismiques, de plus d'exercices communautaires et d'une plus grande sensibilisation des écoles au gouvernement. Finalement, ce qui s'est passé au large de la Russie nous renvoie un miroir. Cela nous rappelle qui nous sommes et ce que nous pourrions perdre en quelques secondes. C'est un signal d'alarme pour chaque nation aux côtes exposées, pour chaque communauté bâtie sur des plaques instables, et pour tous ceux qui croient encore que les tremblements de terre sont le lot des autres pays. Aujourd'hui, c'était la Russie. Demain, ce pourrait être n'importe où ailleurs sur la ceinture de feu. Et la seule réponse raisonnable est d'être préparé, informé, uni. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, n'oubliez pas de vous abonner, de le partager et de laisser un commentaire. Chaque histoire que nous racontons ici peut vous aider à mieux comprendre le monde dans lequel vous évoluez. À bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, restez vigilants, restez informés.